Donc, Martin, est-ce que ça veut dire que selon ces règles-là, qui sont pas encore au Québec, là, mais qui s'en viennent, là, j'aurais pu jouer pour Candiac? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? T'aurais pu jouer pour Mont-Tremblant, si t'avais voulu. Jamais j'aurais fait ça. Candiac, c'était nos ennemis. C'était l'adversaire, le premier adversaire. C'était les premiers ennemis fratricides que j'ai connus, Candiac. Pourquoi je ferais ça? Ben oui, t'aurais pu jouer pour eux. Okay. Si, je sais pas, ça avait été plus facile pour tes parents d'aller te reconduire. C'était pas loin. À l'aréna de Candiac, t'aurais pu jouer pour eux. C'était pas loin. Puis Candiac, je sais pas si vous connaissez, mais c'est bordé d'arbres. Donc, c'était un chemin qui était, agréable. Ça a été bordé de joueurs du Canadien pendant une certaine époque. Là, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que jamais j'aurais fait ça. Non, mais je suis curieux parce que, bon, je fais référence à ce sur quoi tu chroniquais, qui va... donc, ça va se passer en Ontario. Ça va commencer en Ontario, oui. Et Hockey Canada encourage un peu peu à faire emboîter le pas. Et le but, à terme, c'est que les jeunes hockeyeurs soient libres de jouer partout au pays s'ils le veulent. Ouais, mais OK. On s'entend quand tu as 7 ans, tes parents vont pas t'envoyer jouer à Toronto, là, mais si tu arrives à l'âge midget 3A, mettons, et que tes parents pensent que le meilleur programme est à Toronto, il y a de bonnes chances qu'ils soient là. Ou à Vancouver, tu pourrais aller jouer sans entrave, sans devoir demander de libération ou quoi que ce soit. Si tu habites à Gatineau et que le programme de hockey mineur est meilleur à Ottawa, tu pourrais aller jouer à Ottawa à 12 ans, à 11 ans, 12 ans. Mais ça, c'est bon, ça? C'est une bonne chose? Moi, je pense que la liberté de choix, c'est toujours la meilleure chose. Et c'est drôle parce que ce texte-là que j'ai publié a suscité des réactions complètement opposées. Des gens. Il y a des gens qui disent c'est fantastique, wow, il est temps qu'on arrive à notre époque. Et il y a des gens qui disent ça va être épouvantable, ça va être une catastrophe. Il y a des gens qui vont se monter des bonnes équipes et tout ça. Et oui, et puis quoi d'autre? Est-ce que c'est mauvais de monter des bons programmes? Et j'ai un bon ami qui s'appelle Dominique Terrien, qui est avocat, qui était un joueur de baseball mineur de haut niveau. Là, il a joué dans l'organisation des Braves d'Atlanta. Il est spécialiste en immigration. Il a vécu donc au Québec avec sa jeune famille, à Vancouver, où ses enfants ont fait du sport mineur. Et là, il habite en Floride. Et son fils pratique le baseball. Et tant à Vancouver qu'en Floride, ça fonctionne, c'est la totale liberté pour les programmes de baseball. Il n'y a pas de fédération, il n'y a pas Baseball Floride qui organise le sport là-bas. Alors, les villes ont des associations communautaires là, quand tu veux pratiquer le sport de façon récréative, à peu de frais. Ça, les municipalités l'organisent, mais quand tu veux jouer pour une équipe compétitive, tu magasines et tu choisis celle qui fait ton affaire et c'est la totale liberté. Ça fonctionne très, très bien. Moi, ce que je trouve intéressant, puis ce qui va être l'enjeu crucial dans ce débat-là, c'est qu'est-ce qui va motiver, quels critères les parents vont utiliser pour déterminer ce qui, à leurs yeux, est le meilleur choix. Parce que si le développement des jeunes joueurs est ce qui est valorisé et ce qui est recherché par les parents, je pense que le libre choix va faire en sorte que les conditions entourant l'enfant vont s'améliorer. Oui. Puis tout va être plus sain. Par contre, si les parents se laissent berner par justement tel programme qui est boosté, qui est tape à l'œil parce qu'il y a beaucoup de victoires, etc., je pense que ça pourrait, le risque que j'y vois, c'est que ça pourrait mener à des programmes qui n'ont pas nécessairement le développement du jeune à cœur, ou en fait comme première priorité, puis que dans le fond, ça va être rouler notre business, puis s'assurer qu'on ait beaucoup de monde qui viennent, puis que finalement, on réussisse à les attirer par des arguments X, Y, Z, comme regarder à quel point on a eu une bonne équipe l'année passée, etc. Parce que dans le fond, c'est que si tu le donnes le libre choix à tout le monde d'aller où ils veulent, c'est clair que quand tu veux attirer des gens dans ton programme, il va falloir que tu t'y prennes de différentes manières, puis c'est ça, ça va être une business. Là. Alors, espérons que les parents vont faire preuve de clairvoyance, d'être capables de dire, par exemple, y a-t-il une distance qu'ils vont pouvoir prendre, de dire, on observe que sur une échelle de 5-6 ans, il y a X nombre de joueurs qui proviennent de ce programme-là ou de cette école-là, parce que le choix de l'école aussi va rentrer en ligne de compte à un certain moment. Donc, mais
encore faut-il que les parents aient ce type de démarche-là, puis ne se laissent pas berner, non? Et moi, je pense qu'il y a autant de gens qui vont le faire pour les bonnes raisons qu'il y en a qui vont le faire pour les mauvaises raisons. En tout cas, il y a l'expérience jusqu'à présent. En Saskatchewan, il y a une grande liberté de choix de programmes. Dans certaines régions d'Ontario aussi. Les gens disent c'est un très faible pourcentage de gens qui décident d'aller jouer au hockey ailleurs que dans leur municipalité ou dans la région immédiate. Mais je pense qu'il y a autant de gens qui vont le faire pour les mauvaises raisons, parce qu'ils sont inexpérimentés, les parents, parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi le développement du sport, que de gens qui vont le faire pour les bonnes raisons en disant, pour notre famille, je sais pas, cette équipe-là s'entraîne plus souvent, par exemple, l'horaire est plus convivial par rapport à ce que nous, on fait en famille, l'entraîneur a des bonnes valeurs. C'est ça. Il y en a qui vont le faire pour les bonnes raisons, puis il y en a d'autres qui tous ceux qui sont un peu des freaks, là, les parents qui causent des problèmes dans les arénas. Il n'y en a pas, voyons. Eux vont se prévaloir de ça. Il n'y a rien vraiment pour enrayer ça, ou du moins, c'est un travail qui demande pas mal plus de ressources. Mais Martin, je voulais savoir si ça arrive au Québec, puis tu suggérais dans ton article que ça s'en vient. Mm-hmm. L'aboutissement de ça, c'est que ça pourrait se rendre jusqu'au Midget 3A. Oui. Fait est-ce que tu as déjà un pouls à savoir quel impact ça pourrait avoir, je ne sais pas, sur le séminaire Saint-François ou Antoine Giroir, qui sont finalement des bastions scolaires. En fait, ils deviennent des entonnoirs de jeunes hockeyeurs dans les régions parce que ça passe par eux là, au niveau du Midget 3. Fait que c'est ça, le choix des écoles aussi est un critère. Oui, absolument. Puis les Lions du Lac-Saint-Louis, c'est un programme qui développe beaucoup de joueurs de hockey. Il y a beaucoup de joueurs au fil des ans qui ont tenté de déménager au Lac-Saint-Louis de façon fictive. Je pense que Jonathan Drouin en était un. D'ailleurs, là, il venait des Laurentides, il a joué au Lac-Saint-Louis. Fait qu'il y a des programmes qui vont attirer plus que d'autres. Et je pense pas que ce soit malsain, honnêtement. Ceux qui ne seront pas retenus dans ces programmes-là vont aller jouer dans d'autres programmes autour. Mais encore là, du côté américain, c'est comme ça que ça fonctionne. On est habitué avec cette mentalité-là au Québec où, comme tu es un joueur de hockey, tu appartiens à quelqu'un a un droit de décider où tu vas jouer, où tu vas étudier. Puis quand tu arrives junior majeur, il y a une équipe qui te repêche, puis toi, tu as grandi à Blainville, mais tu t'en vas à Val-d'Or ou tu t'en vas dans les Maritimes. Alors que les Américains, eux, ont toujours cette liberté-là d'aller jouer où ils veulent. Puis, écoute, ils n'ont pas l'air à souffrir. Là, ça a l'air à bien se passer. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, ce système-là. Moi, jamais je serais allé jouer à Candiac. Peut-être. Non, je dis ça, peut-être. OK. Je salue d'ailleurs tous ses anciens adversaires. Des batailles épiques sur les terrains de soccer. Parce que c'est ça, c'était au soccer l'été, puis au hockey l'hiver. C'était-tu Saint-Constant? La Prairie. La Prairie. Arrête, Saint-Constant. Eux autres, là, Saint-Constant. Candiac peut-être, finalement, mais Saint-Constant, j'en ai marqué des buts au portage. J'en ai marqué, 1 ou 2. OK. Aujourd'hui, c'est la mi-saison. Hein? C'est pas compliqué. Une passion pour le 4e centre. Et parlez-moi d'une réinitialisation en plein vol. C'est tellement hockey, épisode 370. Votre chroniqueur principal au service des sports, j'ai nommé M. Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour messieurs. Et il est votre journaliste affecté aux affaires du Canadien. Et non, ce n'est pas l'animateur de Hot Ones Québec, Marc-Antoine Godin. Non, mais c'est pas juste moi là qui fait... Non, il n'y a pas juste toi. Parce qu'on s'amusait avec ça il y a quelques semaines. Et, il y a beaucoup de monde au sein du diffuseur public qui a l'air de s'amuser avec ça. Non, mais non, c'est ça. Nous autres, on le faisait consciemment. Oui. Mais là, tu reçois des demandes. Tu sais, quand tu vas recevoir François Legault à ton émission Hot Ones, Marc-Antoine, j'ai eu ça sur Twitter. C'est arrivé, ça? Oui. C'est arrivé. Mais c'est vrai que ce serait bon. Ouais. L'as-tu regardé
Hot Ones? Non. Est-ce que tout ce que Marc-André Grondin fait, tu es obligé de le regarder? Non, il y a non, comme non, une genre pas du de... tout. Non. Comme, Il y a un pacte de comme ce sont des frères cosmiques. Comme vous êtes la même personne, il y a un comment ça pacte de marche? non-agression. Ben ouais, on a les mêmes cheveux en partant. Là. Oui, le même... Pareil. La même Pareil. carrière, ouais, absolument. Le même sex appeal. C'est toute la même... Donc, OK, il n'y a pas de communion autre que exactement le même nom. C'est ça. OK. Marc-Antoine, je rappelle que tu es journaliste avec nos affaires du Canadien. Salut! Salut! Je m'appelle Alexandre Coupal. Ah, les bilans. C'est pas, au moins celui-là, tu sais, quand on fait un bilan du tiers de saison, des fois, je trouve on triche. Mais là, un bilan de mi-saison, c'est légitime. On a le droit. C'est légitime. D'ailleurs, tellement que Kent Hughes rencontrait les médias cette semaine. Est-ce que c'est un bilan ou c'est un rapport de mi-saison? Est-ce qu'on peut faire un bilan? C'est un état des lieux. Non, mais tu poses une bonne question parce que forcément, un bilan, ça nous prendrait... Si seulement on avait un dictionnaire en studio, mais un bilan, ça sonne comme de quelque chose qui est fini. Exact. Alors que là, on est dans quelque chose qui est en cours. Mais bon, je m'avance là. Peu importe, ça a eu Seulement lieu, ça a eu un lieu. récipiendaire du trophée Jules Fournier était là, on aurait la réponse, mais il y en a pas. Il y en a pas. Donc je vous lance facilement. Marc-Antoine, je t'ai entendu d'ailleurs, tu étais là. Oui. Impression de ce que Kent Hughes avait à dire à mi-chemin. Il surfait sur, on s'entend, une séquence de succès là, inégalé. Là. Ça a certainement teinté ce bilan. Ou enfin, c'est pas ce bilan, mais... Pas tant, non. T'as pas trouvé, non? Non, j'ai trouvé que Kent Hughes avait été très prudent. Évite de se laisser emballer par les récents succès de l'équipe. Évidemment, il est content parce que les choses ne se déroulaient pas du tout comme il le souhaitait en début d'année. Alors, mais il est heureux de la direction dans laquelle l'équipe va. Moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est parce qu'il disait au début de la saison, l'équipe manquait cruellement de confiance, puis on avait de la difficulté, puis là, récemment, on en a beaucoup. La confiance, ça vient, ça va, puis tu peux pas juste bâtir une équipe autour de la confiance parce que tu l'auras pas toujours, puis c'est mouvant. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus durable, de plus solide, de plus concret que juste les mouvances de confiance que Kent Hughes a observé? Puis c'était à la toute fin de son point de presse que je lui ai posé cette question-là, puis il m'a dit ce que je retiens de cette première moitié de saison-là, c'est qu'on a une culture à l'intérieur du vestiaire qui est en train de se développer, qui est en train de s'enraciner. On a l'extrait, on va l'écouter tout de suite. Il y a une certaine culture qui est en train d'être établie dans la chambre, que j'ai vu avec d'autres organisations, que dès que c'est établi dans la chambre, ça se passe d'une année à l'autre, ça se passe d'une vétéran à une jeune. Parce que je crois fermement que pour gagner dans un sport d'équipe, spécialement dans un sport comme hockey, que tu dois être en mesure, tout le monde, de mettre à un certain point tes objectifs individuels, pas à côté, mais tu dois les assimiler avec les objectifs de l'équipe. C'était effectivement donc en fin de dénoncer d'État ou de discours à la nation. Discours de l'Union. Voilà, merci. Moi aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Dieu sait que c'est un concept duquel on a souvent parlé. Je vous lance là-dessus, puis on pourra refaire le tour après, mais pas que ça m'a étonné, mais ça sonne comme si, quand ils sont arrivés, c'était un chantier à bâtir la culture. Et je pensais qu'il y avait déjà quelque chose où, on a souvent parlé de ça quand Shea Weber a été honoré. On s'est rappelé ce que Bergevin disait, que ça allait rester, puis on se demandait jusqu'à quel point. Est-ce qu'il y a dans cette réponse-là, pas un désaveu de ça, mais... Est-ce qu'il y avait effectivement quelque chose, on partait de zéro? J'ai relancé Nick Suzuki à ce sujet-là hier. Et il disait, on en avait une avec Weber et Price. Mais à partir quand ils sont partis, on s'est retrouvés à devoir la nourrir ou la réinventer par nous-mêmes. En tant que jeune équipe, puis il y a plusieurs vétérans qui sont venus puis qui sont vite repartis, que ce soit Tyler Toffoli, Sean Monahan. Ouais. Alors, il y en a quelques-uns, Gallagher, Anderson.
Il y en a quelques-uns qui... C'est à peu près ça. Jeff Petrie l'a pas nourri longtemps, la culture. Okay. C'est tourné contre son entraîneur assez rapidement. C'est vrai. Ouais. Donc, ça a été une jeune équipe qui a nommé un très jeune capitaine également. Alors, c'est encourageant que cet aspect-là, qui est toujours un peu difficile à définir, puis qui est surtout inquantifiable sur la portée que ça a dans les succès d'une équipe. Les amateurs ne peuvent pas regarder une équipe puis la voir jouer puis dire « ça, c'est une équipe avec une belle culture ». Alors, et quand tu as de la difficulté à le voir ou à le sentir, des fois, on a tendance à lever le nez là-dessus puis à dire « c'est pas important. C'est pas important » ou c'est... Alors que c'est évidemment... C'est assez fondamental parce que pour moi, c'est vraiment ce qui fait la différence quand on regarde des joueurs jouer et des joueurs produire. Pour moi, c'est entre autres une des choses qui font la différence entre un joueur qui va t'aider à gagner un pool de hockey puis un joueur qui va t'aider à gagner une Coupe Stanley. Exactement. Alors... Et j'ajouterais que c'est facile, c'est facile. Trouver des joueurs pour gagner un pool, il y a des schémas pour trouver ça. Trouver des joueurs pour améliorer... Faire un ensemble et trouver une culture, ça m'apparaît plus ésotérique et important, mais comment dire, y a-t-il un manuel pour ça? J'en doute. Et, cela dit, je pense que Kent Hughes est sincère quand il parle de ça, puis il voit une amélioration de ce côté-là, mais ta culture, tu la vois vraiment quand ça va très mal. Quand ça va bien, c'est facile d'avoir une bonne culture, d'avoir tout le monde qui rame dans le même sens. Et je trouve que ce discours-là est très différent de ce qu'on voyait dans les 4-5 premières semaines de la saison où les vétérans disaient parfois on a joué de façon immature, il va falloir que tout le monde embarque dans le même bateau. Mais c'est vrai que l'équipe est transformée. Ça fait quand même, l'échantillon commence à être considérable. Là. Et si c'est durable, ce qu'on voit là, cette volonté-là de faire les bonnes choses sur la patinoire, de travailler ensemble, de respecter les consignes, de choisir les jeux simples, d'être patient. Cette équipe-là va peut-être surprendre beaucoup de monde. Mais cela dit, c'est ça. J'ai hâte de voir s'il y a une période creuse qui survient en 3 semaines, puis qu'elle dure 2 semaines. Est-ce qu'on va voir encore... La culture. C'est ça, la culture. C'est là que tu vois si t'en as vraiment une. Mais on verra. Avez-vous senti, je pense que c'est Marc Defoy qui a posé la question de manière très directe. Il a demandé à Hughes, penses-tu que le pire est derrière nous? Oui, c'est ça, le pire est derrière. Évidemment, Hughes n'a pas voulu donner cette impression-là, là. Mais dans l'ensemble de ce point de presse-là, il n'y avait pas un peu de ça. T'sais, on a commencé à parler davantage de trouver un équilibre entre la jeunesse et l'expérience, au lieu de ce qu'on entendait précédemment, à savoir, c'est en gagner, c'est bon d'en gagner, mais pas trop. C'est bon d'en faire, mais pas trop. On veut pas bloquer un jeune. Hughes a déjà dit ça par le passé. Là, on veut pas c'était la première fois, je pense, un jeune, que ce alors discours-là changeait. C'est ça, alors que ce discours-là a changé. Ouais. Oui, absolument. Parce que là, on va entrer des jeunes, on va intégrer des jeunes. S'ils sont capables de suivre la cadence. Oui. Alors, on a... Si c'est Lane Hudson... exact. Si on a un Lane Hudson, c'est pas parce qu'il est jeune qu'on l'intégrera pas. Mais là, Lane Hudson, utiliser cet exemple-là, c'est la barre est haute. C'est le pinacle. Ouais. Alors, finalement, il est en train de parler d'Ivan Demidov, mais à part de ça, les autres, c'est attelez-vous, méritez vos postes, puis avant de déloger un vétéran, parce que des vétérans, on constate qu'on en a besoin, avant de les déloger, vous allez manger vos croûtes, puis vous allez devoir être prêt pour la Ligue nationale. Ça me fait penser, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez de Pierre Sévigny qui jouait pour le Canadien. Oui. Pierre possède pas des Dunkin' Donuts, des Tim Hortons dans la région de Québec. Puis il y a eu il y a 2 ou 3 ans, il y a eu une grosse pénurie de main-d'œuvre. Là, c'était rendu impossible. Les gens étaient obligés de fermer leur restaurant ou ceux qui en avaient 2 en opéraient juste un parce qu'il n'y avait pas assez d'employés. Puis Pierre m'avait dit, je l'avais croisé à un moment donné un soir, puis il m'avait dit, là, écoute, c'est rendu que mon critère d'embauche, si quelqu'un a 2 bras puis 2 jambes, ils sont embauchés. Mais au cours des dernières saisons, c'est un peu ça. Là. Si tu étais jeune, puis tu arrivais, puis tu avais été sélectionné par l'équipe, let's go. Nos repêcheurs, on a un poste pour toi dans la Ligue nationale, montre-nous ce que tu peux faire. Et là, on voit que l'entonnoir commence à être de plus en plus...
étroit, là, puis c'est tant mieux. Oui. Mais il y a beaucoup de gars qui ont eu des chances incroyables là, de se faire valoir dans la Ligue nationale, alors que il n'y avait pas eu des grosses batailles pour arriver là. Non. Mais moi, ça me rend tellement heureux. Moi, ça me rend tellement heureux. Et je pense que oui, le pire... Parce que le pire, là, c'était pas... c'est pas les défaites, c'est pas les creux. Le pire, c'était cette ambiance-là de c'est ça. Si on t'a repêché, vas-y, puis faut en gagner, mais pas trop, puis... Mais il faut en gagner pas trop, c'est il y a 2 ans. Dès l'année dernière. Est-ce que je l'ai sur le cœur? Oui, manifestement. Mais dès l'année dernière, c'était déjà plus ça. Mais oui, il y a 2 ans, c'était ça. Ouais. Bon, OK. Quelques trucs en vrac là, qui ont transpiré de ce point de presse-là. Ben justement, on parle de cette attitude-là qui a un peu changé. À un moment donné, Hughes a parlé de Martin Saint-Louis et de à quel point il s'adaptait. Il n'avait pas arrêté de s'adapter, qu'il avait peut-être changé son message un peu. Il était question brièvement là, du système défensif. Mais au-delà de ça, je trouvais ça intéressant que Hughes identifie ça. Et j'étais curieux de vous entendre là-dessus. En début de saison, c'était difficile hein, de se demander pourquoi Saint-Louis ne faisait pas plus de changements, qu'il n'était pas un peu plus proactif. Puis on l'a reconnu récemment. Sa patience, plus souvent qu'autrement, a porté fruit. Enfin. Remarquez-vous que c'est un gars qui s'est beaucoup adapté, qui a beaucoup changé, sans que ce soit que ça soit frappant, mais est-ce qu'il y a là une raison qui explique peut-être que ça va mieux et que avec certains joueurs, les choses s'améliorent? Bien, ce à quoi Kent faisait référence, le changement de la terminologie qui est utilisée, utiliser des mots différents pour pouvoir mieux passer son message, pour aider à se faire comprendre davantage, pour que, après ça, les joueurs puissent appliquer ce que Martin leur demande. Ça, c'est ce à quoi Kent Hughes a fait référence. J'ai essayé de valider auprès de joueurs hier qui n'avaient pas nécessairement l'air d'y donner suite, de dire, on a simplifié des choses, on a changé des choses, mais à savoir est-ce que on a changé le vocabulaire. Martin s'est mis à nous parler différemment, puis là, on a fait « Ah oui, là, on comprend ce que tu dis. Pas vraiment. Okay. » Alors, écoute, peut-être que c'est le cas, mais il va falloir gratter davantage pour aller au bout de cette question-là. Mais c'est clair qu'il y a eu un effort de simplification au plan défensif. C'est évident que l'arrivée d'Alexandre Carrier aussi contribue à relâcher la pression puis à faire en sorte que finalement, on est moins surmené. Alors, ça, ces choses-là entrent en ligne de compte. Puis, tu dis, est-ce que Martin Saint-Louis a changé? C'est clair que, au départ, quand il est arrivé comme entraîneur-chef du Canadien, ces notions, ce en quoi il croit en termes de hockey, il l'a transmis à ses joueurs beaucoup sur une base individuelle au début. On a travaillé sur le développement du joueur lui-même. Puis de quoi... je vais vous aider à aller gratter là, à l'intérieur de vous-même pour identifier quelles sont vos forces cachées, puis comment vous pouvez penser les choses un petit peu différemment pour pouvoir faire ressortir vos qualités. Cette année, c'est beaucoup plus dans la stratégie collective, l'objectif d'aller gagner chacun des matchs. Et ça fait en sorte que des choses comme, par exemple, les rejets en fond de territoire, le dompage de puck. Et Martin Saint-Louis n'est pas arrivé à Montréal comme entraîneur-chef en disant « Moi, je crois au dompage de puck ». Mais il le demande davantage à ses joueurs aujourd'hui parce que ce qui se rend compte, c'est que la gestion des risques, ils avaient de la difficulté avec ça. Puis, c'est une stratégie qu'il a trouvée, qui n'est pas innovatrice en soi, mais qui est utilisée partout. Ouais. Mais il a réussi à leur faire comprendre que c'était un élément de bien évaluer les risques. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est... est-ce que le risque en vaut la peine ou est-ce que finalement tu mets ton équipe dans le trouble en prenant ce risque-là? Donc, il a mis à jour certaines notions qui n'étaient peut-être pas au premier plan au début. Alors, en ce sens-là, oui, il change un peu, mais je pense que ça va aussi au fur et à mesure qu'il apprend à connaître son équipe, qu'il apprend quels sont les pièges dans lesquels ses joueurs sont susceptibles de tomber ou non. Alors, et puis, il l'a dit, quand il dit « la game nous parle », c'est ça que ça veut dire. À chaque match, son équipe lui donne de l'information sur la façon dont elle réagit, dans la façon dont elle se comporte.
Puis lui, il ajuste des petites choses en conséquence pour essayer de pouvoir en soutirer le maximum. Dans sa biographie, Scotty Bowman, il y a un truc qu'il répète constamment, c'est que quand tu es entraîneur, il faut que tu t'adaptes aux joueurs que tu diriges et non l'inverse. Je pense que Martin est arrivé avec beaucoup d'idées sur la façon dont il voulait diriger son équipe. Et juste l'adaptation du système défensif qu'on a vu au cours du dernier mois et demi, je pense, montre qu'il s'est adapté à ses joueurs. Quand tes joueurs te disent c'est mélangeant, on est confus, on comprend pas. À un moment donné, c'est clair, ça. Ouais. Il faut que tu t'adaptes. Et sur ce que disait Marc-Antoine tantôt là-dessus, sur la déclaration de Kent Hughes qui disait Martin a changé sa terminologie ou sa façon de parler. J'ai entendu ces derniers jours Bob Hartley réagir à ça et dire la plupart des gars de l'équipe sont là depuis 3 ans. Là. C'est un petit peu drôle. Si on s'est rendu compte cette année que les gars ne comprenaient pas le langage, on a un problème. Et lui était sceptique par rapport à ça, par rapport au changement de discours. C'est juste des fois de simplifier une ou deux choses, faire en sorte que ça change complètement la façon de jouer. Et quand je regarde les matchs canadiens, une de mes résolutions, à partir de maintenant, parce que j'ai vraiment remarqué contre les Canucks de Vancouver cette semaine, je vais compter le nombre de fois que les gars utilisent la bande pour sortir la rondelle de la zone. Écoute, on voyait pas ça avant. Là. On voyait ça quelques fois par match, puis on essayait toujours des passes transversales, puis de faire une passe à l'attaquant qui venait en appui à celui qui recevait la rondelle sur le bord de la bande, puis on ratait beaucoup, on causait beaucoup de revirements. Je pense que ça arrive 15 fois par période là, qu'on utilise la bande. Des passes soulevées aussi, hein? Oui. Des lobes pour sortir la rondelle du territoire, ça aussi. Alors, tu sais, au hockey, tu as 7% de chance de déjouer un adversaire quand tu arrives à 1 contre 1 avec lui, puis de garder la rondelle. Un attaquant qui arrive contre un défenseur. Fait que si tu arrives à la ligne bleue, si tu es en train d'attaquer, tu arrives à la ligne bleue adverse, puis tu es dans une situation de 1 contre 1, puis qu'il n'y a pas d'ouverture, il faut que tu prennes acte de ça, puis tu dis les chances sont contre moi, les pourcentages sont contre moi, je place la rondelle derrière lui, puis on va s'installer dans la zone, puis on va essayer de garder la rondelle. C'est juste de jouer intelligemment. Et souvent, les jeunes joueurs sont habitués de dominer de façon outrageuse à des niveaux inférieurs, puis ils ont souvent surpassé ces pourcentages-là dans les niveaux inférieurs. Mais il faut que tu apprennes à jouer avec les pourcentages, comme il faut que tu apprennes à jouer avec les pourcentages au tennis quand tu arrives à un haut niveau. Et c'est ça qui est remarquable depuis 1 mois et demi, c'est que là, cette équipe-là joue plus avec les pourcentages. Et le succès, le pourcentage de succès est plus élevé. Et là, Marc-Antoine est un peu blasé là, d'entendre ce discours-là, parce que c'est essentiellement ce que Juraj Slafkovský t'a raconté de ce qu'on a lu dans ton dernier texte. Ben, oui. Écoute, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il dit, moi, j'ai ça, là, les rejets en fond de territoire. Il le reconnaît, mais Martin a tout à fait raison. Quand tu arrives d'un niveau inférieur où tu as dominé, ben, des jeux cute à la ligne bleue adverse, normalement, tu arrives en zone adverse, puis tu t'installes, puis tu vas le faire, le jeu, puis les choses vont marcher à ta manière. Mais quand tu es devant des schémas défensifs de très, très haut niveau dans la Ligue nationale, ces options-là sont pas là. Puis si tu t'obstines en disant non, je vais la trouver, l'embouchure, puis la petite ouverture. Savez-vous qui je suis? Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est pas... Puis j'ai en tête des séquences l'année de son repêchage. J'avais regardé plusieurs séquences de ses matchs quand il jouait à Turku, entre autres. Puis aussi avec l'équipe nationale de Slovaquie. Puis je me disais, ça ne marchera pas dans la Ligue nationale. Ça, il essaie c'est le fun, ça marche maintenant, mais un jour, ça ne marchera plus. Alors là, une bonne part des ennuis de Slafkovský, c'est d'apprendre à renoncer à ça. Pas complètement, pas de manière à tuer sa créativité puis tuer qui il est comme joueur, mais justement de mieux lire les pourcentages, de les lire plus vite aussi. Ouais. Parce que tu arrives en possession de la rondelle ou en option de passe à l'entrée de zone, il faut que tu analyses en une fraction de seconde un paquet de paramètres autour de toi qui vont t'aider à déterminer si on fait-tu un jeu en entrée de zone ou on fait un rejet en fond de territoire.
Puis il dit, moi, parfois, c'est comme s'il perdait patience par rapport à ça, puis il pensait trop. Il dit, je sais que Nick Suzuki, il aime pas ça plus que moi, mais lui, il pense pas, puis il le fait. Alors pourquoi moi, je le ferais pas? Et en plus, j'ai le gabarit pour aller chercher cette rondelle-là une fois qu'on l'a mis, qu'on l'a placé en fond de territoire. J'ai la vitesse et le gabarit pour pouvoir m'assurer de la récupérer. Alors, théoriquement, il sait que c'est ce qu'il doit faire, mais il y a encore un blocage. Et puis, à un moment donné, ça va se dénouer. Combien de temps ça va prendre, je ne sais pas, mais à long terme, je ne suis pas inquiet. Mais c'est comme un nœud qu'il faut dénouer à l'heure actuelle. Puis, écoute, ça peut prendre encore des semaines. Peut-être que ça va prendre le reste de l'année. Peut-être que ça va prendre le reste de l'année. Mais en même temps, il y a trop... On l'a vu auparavant, l'année dernière, entre autres, qu'il est capable de penser vite, ce jeune-là, puis il est capable de prendre ses décisions rapidement, puis de faire le bon jeu. Alors là, il est dans une période où on l'entend passer depuis la galerie de presse, mais il a quand même si c'est une seule demi-saison dans la Ligue nationale, là, je parle de la saison dernière, il y a quand même un historique de succès auquel il peut se référer pour dire je suis capable de faire ça. Et c'est ce style-là qu'il jouait quand il y a eu du succès. Souvenez-vous, il n'a jamais été aussi bon que quand il était capable d'aller récupérer la rondelle dans le fond, de la garder là. Mais ça m'amuse parce que c'est quoi? C'est esthétique. Moi, j'aime pas ça. Qu'est-ce que tu veux dire? J'aime pas ça lancer la rondelle dans le fond. Ça fait pas des beaux jeux. C'est ça? C'est parce pas que... beau. Non, mais c'est parce que c'est comme renoncer. Pas ça, rien, là, je trouve ça intéressant. Il y a certainement une part d'orgueil là-dedans parce que c'est de dire j'ai des atouts, je suis capable de créer de l'offensive. Fait qu'on nous laisse l'occasion de le démontrer. Alors, les occasions, le coach Laurent laisse des occasions. C'est juste qu'il faut aussi que tu prennes ce que l'adversaire te donne. Puis si tu rentres à 2 contre 2 puis que tu essaies de déjouer un gars, ça se peut que tu crées un revirement. Il y a 93% de chances que ça marche pas. Exact. T'es très bon en mathématiques. Slavkovski, ça a été l'un des 2 joueurs dont le nom a été prononcé le plus souvent pendant cette adresse à la nation. Hughes s'est montré très cool quand on lui a demandé s'il était inquiet ou comment il voyait le développement. Évidemment, je pense pas qu'il y avait tant d'autres manières de répondre, mais est-ce que vous partagez, Martin, est-ce que tu partages il a dit en substance, c'est pas linéaire le développement, puis on savait qu'il allait avoir des hauts et des bas. C'est vrai que c'est pas linéaire, parce que si c'était linéaire, Slavkovski ne jouerait pas comme ça cette saison. Il y aurait 4... Ouais. Moi, il est dans ma liste de déceptions cette saison, Slavkovski, puis je pensais qu'il avait trouvé son identité la saison dernière, et on semble revenu à un point où il ne sait pas exactement quel type de joueur il est dans cette ligue-là. C'est un gars avec un gros gabarit qui patine bien, mais qui ne joue pas exactement comme un attaquant de puissance, qui ne s'impose pas autant qu'il le pourrait physiquement. C'est pas un joueur de finesse, mais il est capable de jouer avec des bons joueurs offensifs. Défensivement, Marc-Antoine parlait de ses prises de décision en attaque. J'ai remarqué souvent au cours du dernier mois et demi à quel point il est souvent en retard défensivement, à quel point il ne lit pas le jeu défensivement. Il est souvent immobile dans sa zone. Puis là, il voit que la rondelle s'en va au point A, s'en va pour couvrir le joueur qui a reçu la rondelle au point A. Là, il arrive en retard parce que quand il arrive, la rondelle vient de repartir dans une autre décision. Et il arrive en retard comme ça sur 3 ou 4 jeux consécutifs. Et là, ça déboule pour le reste de ses coéquipiers. Alors, ça démontre à quel point c'est pas linéaire, le développement d'un jeune joueur, mais je pensais qu'il y avait plus d'acquis que ça la saison dernière. Il a été très solide en deuxième moitié de saison. Là. Alors, j'espère qu'il va retrouver ça, mais je trouve que son identité est encore floue. C'est ça, il pense trop. Il l'a dit, je pense trop. Il est très bon dans l'auto-évaluation. Je ne sais pas si c'est de l'auto-évaluation, mais il est très bon pour parler de ça, c'est rassurant. Honnêtement, je trouve ça rassurant qu'il soit sévère, qu'il s'auto-évalue sévèrement.
Ça veut dire qu'il est exigeant, ça veut dire qu'il veut, qu'il y a des standards d'excellence qui sont élevés. Il n'est pas est conscient des choses sur lesquelles il doit travailler. Oui, il n'est pas complaisant. Et c'est cohérent avec ce qu'il dit, à savoir, c'est ça, que c'est pas parce qu'il tente de faire un beau jeu que parce qu'il est capable, parce qu'il pense qu'il est capable, que c'est peut-être le jeu à faire. C'est rare qu'on voit des athlètes de façon régulière comme ça dire non, j'ai pas bien joué, je pense que je peux faire mieux que ça, je suis pas satisfait. On devrait y faire écrire son bilan de match à chaque fois. Mettre ça en encart direct dans le texte. Ça méritait une virgule, parce que l'autre joueur dont tu as été question, en tout cas, s'il s'en va ailleurs, je suis pas sûr qu'on va en parler autant, hein, parce que bon sang que pour un quatrième centre, on a beaucoup parlé de Jake Evans cette semaine, et c'est pas fini. Bon, est-ce un quatrième centre? Peut-être qu'il y a matière à argument là, mais c'était l'autre sujet... l'autre joueur dont il y a été beaucoup question lors de l'adresse à la nation de Kent Hughes. Évidemment, et ce que Hughes a dit, c'est qu'il reste encore une vingtaine de matchs avant la date limite des transactions, que tout ça va être déterminant. Mais j'ai raison de dire que je ne veux pas à San Jose, là, où est-ce que le sort du quatrième centre là, serait un sujet de conversation brûlant à ce stade-ci de l'année. Non, mais ce qui est et j'en ai. San Jose, c'est mon nouveau bouc émissaire. OK. Ouais. OK. Mais c'est que Jake Evans est quand même, tu l'appelles le quatrième centre de l'équipe. C'est aussi, si je ne m'abuse, le quatrième marqueur de cette équipe-là cette année. T'as remarqué que j'étais mal à l'aise de l'appeler comme ça, mais c'est pas moi, là. C'est un peu tout le monde. Il y a de l'enflure au plan offensif, alors ça crée un billet de récence par rapport à la façon dont on l'évalue. À un moment donné, ça va revenir sur terre. Cette histoire-là, il tirera pas, il marquera pas des buts éternellement sur 28% de ses lancers. Cela étant dit, quand Kent Hughes parlait de l'équilibre entre les vétérans et les jeunes, quand il évoquait la culture de l'équipe, c'est qu'il y a une reconnaissance que le Canadien a peut-être franchi un point où il était un tantinet trop jeune. On reconnaît l'importance d'avoir des vétérans qui vont bien encadrer les jeunes. Et je trouve que Jake Evans arrive pile poil là-dedans parce que, oui, son contrat arrive à échéance à la fin de la saison, mais ça peut être un joueur que tu dis, on va conserver ses services parce que c'est le type de vétéran si on s'en départit, tout de suite, le lendemain, on va chercher un joueur de ce type-là. Parce qu'il n'est pas si facilement remplaçable que ça. C'est l'attaquant à travers toute la Ligue nationale qui joue le plus en désavantage numérique. Il n'y a personne dans la Ligue, il n'y a aucun attaquant qui joue plus que lui en infériorité. Alors, en partant, c'est des minutes précieuses que tu serais forcé de donner à quelqu'un d'autre s'il devait s'en aller. Alors, il y en a été question, il y a des questions qui ont été posées par rapport à des présumées négociations de contrat avec Evans, mais ça a été aussi suggéré. Souvent, en fait, son nom était en filigrane sans qu'il soit prononcé nécessairement par rapport au fait que à la date limite des transactions, si le Canadien est encore dans le coup, peut-être qu'il va renoncer à échanger un Evans, à échanger peut-être un David Savard ou un Yoel Armia, puis de donner la chance à cette équipe-là de faire une poussée en fin de saison en gardant ses atouts puis en gardant ses vétérans, au lieu d'aller monnayer et d'aller chercher des choix plus ou moins lointains. Alors, chaque joueur a son prix. Peut-être que Evans est celui qui, parmi tous les joueurs qui pourraient être monnayés sur le marché, est celui qui aurait la meilleure valeur. Mais si tu décides de le soustraire à ce groupe-là, alors qu'il a le moindrement de chance de faire les séries éliminatoires, tu pourrais faire une jambette à tes joueurs de cette manière-là. Moi, ça me paraît évident que si Evans devait quitter à la date limite des transactions, cette équipe-là va s'effondrer. Ou c'est parce qu'elle se sera effondrée auparavant. Quand Kent Hughes dit qu'il nous reste 22 matchs à jouer, il est tout à fait conscient de la date, du nombre de parties. Puis c'est un défi qu'il lance. Montrez-moi que
que ça vaut la peine que je n'échange pas ces joueurs-là comme je le ferais normalement. Il y a une chose, tu disais que Jake Evans c'est un centre de 4e trio. Il y a une chose qui indique vraiment c'est quoi ta place dans la hiérarchie dans une équipe, c'est ton temps d'utilisation. Et si on regarde le temps d'utilisation chez les attaquants du Canadien, Jake Evans il est 5e. Et il y a un seul attaquant qui a un aussi bon bilan défensif que lui. Il y a un seul attaquant, c'est lui l'attaquant qui a le meilleur bilan défensif c'est lui. Dans l'équipe. Il y a un seul joueur qui est meilleur que lui, c'est lui. Alors, c'est ça sa place dans la hiérarchie présentement, c'est ça son importance. C'est tout un 4e centre. Dans l'équipe, c'est ça. Et ça se paye. C'est pas vrai que c'est juste que le salaire est déterminé juste par le rendement offensif dans cette ligue-là. Si tu es l'ancrage de l'unité de désavantage numérique, c'est très important dans une équipe. La polyvalence, c'est extrêmement important aussi. Jake Evans, tu peux le promener dans l'alignement selon au gré des blessures ou des hauts et des bas de chacun. Le leadership est important aussi. Jake Evans, il était capitaine de son équipe au niveau universitaire à Notre-Dame, si ma mémoire est bonne. C'est un gars, je pense, qui est un leader tranquille dans cette équipe-là, mais il y a un ascendant, je suis certain, sur ses coéquipiers. Alors, c'est un joueur important pour l'équipe. Kent Hughes a beau ne pas vouloir négocier publiquement. Si on laisse partir ce gars-là, je m'excuse, ça va être une erreur. Il arrive à son apogée, le Jake Evans, et il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais c'est la première fois qu'il y a un rendement offensif ou la deuxième fois qu'il y a un rendement offensif qui est quand même potable. » Mais regardez avec qui il a joué au cours des dernières saisons. Là, il joue il est entouré de 2 joueurs de hockey, mais il a souvent pivoté le 4e trio avec des gars comme Pezzetta puis des gars de la Ligue américaine parce qu'il y avait tellement de blessures dans l'alignement. Ça, c'est un excellent point. Ouais. Parce que c'est vrai qu'avec Armia et Heinemann, qui est une belle surprise, une belle révélation, il n'y a jamais eu de partenaire de trio là, de cette envergure-là. Ouais. En début de saison, c'est lui qui jouait avec Anderson et Gallagher. Et à mon goût, j'aimais davantage ce trio-là quand il était à la place de piloté par Evans que Dvorak. Ouais. La différence, c'est que si tu inverses ces 2 joueurs de centre-là, est-ce que Dvorak avec Heinemann et Armia fait un aussi bon 4e trio? Non. J'en doute. Alors, il y a comme un... Ça équilibre. Ça permet de t'assurer que les 2 trios vont fonctionner, mais de façon optimale, moi, j'aimais mieux en début de saison voir Evans avec Gallagher et Anderson. C'est plus 2 3e trios que un 3e. Non, mais t'as raison. Puis, moi, je ne fais que... comment dire? C'est ça. Jake Evans, il est désigné comme le 4e. Pas désigné, mais c'est comme ça qu'on l'appelle là, dans la littérature sportive. Mais effectivement, il y aurait sûrement un correctif à faire. Là. Ils sont toujours... Anderson, Dvorak et Gallagher sont toujours placés au 3e rang parmi les trios. Mais au sein de quel trio retrouve-t-on les joueurs qui ont le plus de points? C'est sur le trio d'Evans. Moi, je te dirais, où joue Michael Pezzetta, ça, c'est ça le 4e trio. C'est pas mal le 5e. C'est une autre façon. Non, mais en ce moment, c'est une autre façon de voir les choses. Ouais. Pierre Lebrun, qui, comment dire, est certainement quelqu'un de fiable, a dit que le Canadien aurait fait signifier au clan Hughes que on était intéressé. Non, ça vous dit rien? Il me semble que c'est sorti hier. En fait, je sais qu'il a mentionné le fait que les Devils du New Jersey seraient potentiellement intéressés à Evans. Là. Oui, il y a ça, mais on aurait aussi signifié au clan de Evans qu'on est intéressé, mais jusqu'à un certain point. L'affaire, c'est que tu peux pas non plus lui donner mer et monde à Jake Evans parce que on fait de la sémantique depuis tout à l'heure à propos de qu'est-ce qu'un 4e centre. La vérité, c'est que si tu le gardes, tu le signes pour 3 ou 4 ans, à maturité dans cette équipe-là, il va être ton 4e centre. Je pense pas qu'il va être... La hiérarchie va se placer de façon telle qu'à moins qu'il continue de se développer au plan offensif d'une manière tardive et fascinante. Ouais. Je pense qu'il est appelé à un moment donné à retourner de façon plus traditionnelle dans un rôle de 4e centre. Ça va dépendre, entre autres, de
Kirby Dach, ça va dépendre de Michael Hage, ça va dépendre de Alex Newhook. Est-ce qu'un jour on va le replacer au centre ou on va le garder à l'aile? Ça va dépendre aussi d'une acquisition ou d'une signature, mais il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Mais à mon sens, le jour où le Canadien va être une équipe prétendante à la Coupe Stanley, je ne suis pas convaincu qu'Evans serait encore un troisième centre. Alors, qu'il soit un troisième ou un quatrième centre, au-delà de, je ne sais pas, je vais lancer un chiffre en l'air comme ça, mais au-delà de 3 millions et demi, tu peux pas te montrer plus gourmand que ça. C'est quand même pas Philippe Danault non plus, le Jake Evans. Ah, il y en a qui disent... Non. Non. Mais c'est un très bon... C'est ça. C'est pas parce que c'est pas Philippe Danault que c'est pas un joueur important. C'est une pièce importante, en tout cas de l'organigramme présentement. Mais c'est un bon gars à avoir dans ton équipe. Il te fait jamais mal. Assurément. Puis, mais cela dit, chaque joueur a son prix dans cette ligue-là. Et autant le travail du directeur général que le travail de l'agent, c'est de trouver le bon prix pour pas nuire à ton joueur. Parce que si des fois, tu as un joueur comme ça qui arrive sur le marché de l'autonomie, signe un contrat qui est trop généreux par rapport à sa valeur réelle, ce gars-là se retrouve, à un moment donné, on le rachète, il se promène à gauche, à droite. Barclay Goodrow, qui avait signé un contrat de 3,6 millions avec les Rangers de New York. C'est un allié de soutien qui est bon en séries éliminatoires, mais qui ne valait pas ce prix-là. Ils ont dû le mettre au balotage. Il a été récupéré par les Sharks de San Jose, mais c'est ça. C'est de trouver, à cette heure, c'est ça, quand il n'y avait pas de plafond salarial, le travail d'un agent, c'était d'aller chercher le maximum de dollars possible. Maintenant, il faut que tu fasses attention à la carrière de ton athlète et que tu trouves le bon prix pour que l'équipe veuille le garder. Qu'il puisse s'épanouir. Oui, mais alors, ça va être ça le travail de l'agent de Jake Evans aussi, mais cela dit, il va mériter une bonne augmentation de salaire. Oui. Mais c'est un gars de mémoire... il avait signé une entente quand même très raisonnable. Puis ça semblait être quelqu'un qui valorisait, un peu comme Gallagher avait dit, là, there's a good thing about guaranteed money. Ouais. Ça avait l'air d'être quelqu'un qui valorisait ça, l'argent garanti. Puis entre nous, c'est... l'argent garanti, c'est de l'argent garanti. C'est un gars qui, il a un aspect stabilité qui est intéressant. C'est un gars qui aime beaucoup les Canadiens de Montréal. Tu sais, qui a le CH tatoué, comme Gallagher, là, à mon sens, c'est dans le même moule. Et l'autre chose, c'est qu'il est... mon Dieu, j'ai perdu mon idée. On y reviendra. Restez plus tard dans cet épisode. Peut-être. On y reviendra. Ça va revenir. Cesse d'y penser, ça va revenir. C'est ça arrête d'y penser. Un mot sur ce qui attend le Canadien. On enregistre vendredi matin, donc ce soir et ce week-end. C'est une grosse commande. Deux équipes. Oui. Il y en a une. Ah, c'est revenu. Alors, votre patience sera récompensée parce que c'est revenu, Marc-Antoine. L'autre élément que je voulais ajouter par rapport à Evan, c'est que à l'instar de Slavkovski, c'est un joueur qui s'évalue très, très bien lui aussi. Et qu'il se laisse pas berner par ses succès offensifs. Puis c'est un gars qui comprend quel est son rôle dans la Ligue nationale. Puis quand tu as une juste évaluation de toi-même et que tu as une bonne relation avec ton agent, tu pars pas au front pour avoir des demandes qui sont complètement irréalistes en disant je veux profiter de ma balloune là, pour pouvoir aller chercher un prix astronomique. Ouais. Je pense que Jake Evans sait très bien quel joueur il est. Puis ça, c'est précieux parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas cette bonne auto-évaluation-là. Puis c'est pas un service ni pour le joueur ni pour l'équipe dans ce temps-là. Des joueurs et des humains en général, je dirais. On savait que les Stars, au début de l'année, on regarde le calendrier, on se dit, ce week-end-là, les Stars, ça va être difficile, le Capitals. Mais là, avant que ça commence, non. C'est d'abord, il y a une de ces deux équipes-là qui est la deuxième meilleure équipe de la Ligue. Et c'est pas les Stars, c'est les Capitals de Washington. Puis, c'est absolument remarquable. Mais enfin, on parlait de la culture tout à l'heure. Puis, je disais, Martin, cette équipe-là, ce qu'ils ont fait, la façon qu'ils se sont remis sur les rails, là, ça devrait être enseigné au HEC. Moi, je trouve que c'est une des histoires les plus incroyables dans la Ligue nationale cette année. La reconstruction rapide à la volée des Capitals de Washington. On tient tous pour acquis maintenant, et c'est le langage qu'on entend le plus à travers la Ligue, c'est que maintenant, quand ton équipe vieillit et que tu décides de reconstruire, tu n'as pas le choix, il faut passer par le repêchage parce que le marché de l'autonomie fait en sorte que tu dois
surpayés pour aller chercher des joueurs souvent et que si tu payes trop les joueurs sur le marché de l'autonomie, ben, tu es moins compétitif parce que tu dépenses plus de dollars. Les transactions sont plus difficiles à réaliser parce que souvent, c'est un exercice comptable et c'est pas tous les directeurs généraux qui ont la marge de manœuvre pour réaliser les transactions qu'on veut faire. Alors, la solution, et on la voit, il y a à peu près un tiers de la Ligue qui est dans cette situation-là. On coule, on amasse, on empile les choix de repêchage et on espère pour le mieux au fil des ans là, pour voir vieillir les joueurs et les voir maturer. Or, les Capitals de Washington, il y a 2 ans, c'était la deuxième équipe la plus vieille de la Ligue avec les Penguins de Pittsburgh. Et moi, je regardais ça aller. Je me souviens d'avoir chroniqué là-dessus parce que je fais les analyses du rendement des équipes de recruteurs à chaque année. Puis je voyais que les recruteurs des Capitals n'avaient pas eu beaucoup de présence au bâton. Là. Ils avaient échangé beaucoup de choix au repêchage. Il y avait des repêchages, il y avait juste 4 ou 5 sélections. Je voyais l'alignement qui vieillissait, puis je disais, ça va s'écraser, ça va tomber en flammes. Et il y avait le noyau de cette équipe-là vieillissait. Là, les Niklas Backstrom commençaient à être blessés souvent il y a 2 ans. TJ Oshie est sur la liste des blessés maintenant. Ovi n'est plus un jeune poulain du printemps non plus. Quand tu regardes cet alignement-là, les Capitals ont raté les séries il y a 2 ans, 80 points. L'année passée, par la peau des dents, ont participé aux séries, mais avec 91 points. Et ils semblaient un peu dans le même no man's land que les Penguins de Pittsburgh. Absolument, c'est la même affaire. Et ils ont ajouté 8 joueurs dans les 7 derniers mois à cette équipe-là, en allant sur le marché de l'autonomie puis en faisant des transactions astucieuses. Et dans ces transactions-là astucieuses, Pierre-Luc Dubois, on s'entend, ils l'ont eu pour rien, pour une bouchée de pain. Là, ils ont donné Darcy Kemper, le gardien. C'est parce que les Kings voulaient se départir du salaire, voyaient qu'eux, ça ne marchait pas avec eux dans leur organisation. Je pense que les Capitals ont regardé plus la trajectoire de Dubois. On dit, bon, mais tu sais, au cours des 2 années précédentes, il avait quand même marqué 27-28 buts à Winnipeg, un centre de gros format. Ils l'ont pris. Le premier mois de Dubois a été comme ci, comme ça, d'un point de vue offensif. Mais là, il s'en va vers une des meilleures saisons de sa carrière. Là, il a 33 points, plus 12. C'est lui qui joue systématiquement contre les gros trios adverses. Logan Thompson, il y a quoi, 17 victoires, 2 défaites jusqu'à présent? Quelque chose du genre. On l'a acquis contre 2 choix de 3e tour l'été dernier. Il y a 919 de moyenne d'efficacité. C'est le meilleur gardien canadien dans la Ligue nationale de hockey depuis 3 ans. Il gagne 767 000 $. Et c'est pour ça qu'on le verra à la coupe, à la confrontation des 4 nations. Les non. deux. Non, je sais. C'est ça, non. C'est incroyable, cette histoire-là. Parce que Logan Thompson, ils l'ont même pas parlé. Ils lui ont même pas parlé. Mais ils savent pas qu'il est canadien. Je lui ai posé la question quand les Capitals sont venus au Centre Bell, puis il a dit, je lui demandais s'il était surpris de ne pas faire partie des 3 gardiens de l'équipe canadienne. Ouais. Puis il a dit, écoute, on n'a même pas eu un coup de fil, rien. Ils m'ont même pas appelé. Et il a dit, pire que ça, mon agent a appelé la direction de l'équipe pour dire, avez-vous l'intention de considérer? Puis ils n'ont même pas retourné l'appel de mon agent. Arrête donc! Il a dit carrément ça, là, c'est quand même particulier. Et fait que c'est ça, 913 depuis 3 ans de moyenne. Et il semblait dire à mot couvert qu'il pensait que les dirigeants des Golden Knights lui avaient pas fait bonne presse auprès des dirigeants de l'équipe canadienne. Oh, okay. Je sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais bon. Alors, leurs 2 gardiens, les Capitals, pour revenir à la façon dont ils ont construit leur équipe, là, ensemble, leurs 2 gardiens leur coûtent 1,8 million de $ par année. C'est quand même incroyable. Les 2 premiers centres de cette équipe-là, Dylan Strome a été mis sous contrat en 2022 comme joueur autonome. C'est rare que tu ramasses ton centre de ton premier trio sur le marché de l'autonomie. Et aussi jeune aussi, c'est parce qu'il n'avait pas été qualifié, donc il s'était retrouvé à un jeune âge comme sur le marché des joueurs autonomes. Ouais. Puis probablement que le pari avec Pierre-Luc Dubois, c'est que s'ils ont été capables de donner un second souffle et finalement d'exploiter le maximum de Dylan Strome, ils se sont dit on va essayer la même chose avec Dubois. Jusqu'à maintenant, ça semble fonctionner. Oui.
Alors, donc, c'est ça. Tu as donc 8 joueurs qui ont été ajoutés. C'est presque la moitié de l'équipe qui est arrivée au cours des 7 derniers mois. Tu as énormément de joueurs. Je regardais, il y a 8 joueurs qui font partie de cette équipe-là qui étaient des joueurs autonomes. Et tu sais, c'est pas nécessairement des super vedettes, là, mais les 3e et 4e trios, c'est presque juste ça, là, des gars qui arrivent du marché de l'autonomie, des Brandon Duhem, puis des Nick Dowd, puis Andrew Mangiapane, on a été le chercher dans une transaction avec Calgary, mais toutes des petites transactions. Alors qu'on n'avait pas grand-chose. On a créé beaucoup avec peu. Et 4 des 6 défenseurs de l'équipe aussi ont été acquis par des transactions ou sur le marché de l'autonomie. Là, Matt Roy, qui joue quand même 19 minutes 33 par match, un joueur autonome qu'on a acquis en 2024, et d'autres petites transactions. Alors, moi, je trouve ça fabuleux. Ça démontre qu'il y a moyen de... T'es pas nécessairement pris avec une camisole de force si ton équipe vieillit et qu'il y a moyen d'être créatif. Et si tu vas chercher les aubaines et que tu vas chercher dans des transactions des joueurs qui sont peut-être sous-évalués ailleurs, tu peux redresser ça. Mm-hmm. Et je disais tantôt que les Capitals avaient la 2e équipe la plus vieille de la Ligue il y a 2 ans. Là, ils ont la 10e équipe la plus vieille. Donc, ils ont rajeuni leur équipe en procédant comme ça. C'est là que tu veux être, à vrai dire. C'est ça la bonne place. C'est un bon endroit en termes d'âge. Il y a 2 choses que je veux ajouter par rapport à ça. L'impact de l'entraîneur-chef Spencer Carberry n'est pas à dédaigner. Je serais surpris qu'il ne gagne pas le trophée Jack Adams cette année. C'est un entraîneur qui est extrêmement convoité auparavant, puis il fait de l'excellent boulot à Washington. L'autre chose, c'est que, Martin, tu mentionnes des gestes qui ont été posés dans les 7 ou 8 derniers mois, mais la genèse de ce reset-là, de cette réinitialisation-là, c'est la date limite des transactions en 2023. Rappelez-vous que c'est vrai que c'est une équipe dont la formation, l'alignement à cette époque-là semble arriver au bout de la route. Ils avaient l'air prêts pour une reconstruction, mais il y avait un certain Alex Ovechkin qui était encore dans cette équipe-là. Puis ils allaient le soutenir. Ils allaient tout faire pour pouvoir maintenir une équipe compétitive tant et aussi longtemps qu'Ovechkin est là. Alors, ce qu'ils ont été capables de faire 2 années de suite, date limite des transactions en 2023, date limite des transactions en 2024, c'est d'échanger certains éléments, d'en acquérir d'autres en se rajeunissant au passage, et également dans une position où il y avait des joueurs qui étaient en voie de devenir joueurs autonomes, ils ont pris la décision de conserver les services de ces gars-là. En 2023, au lieu d'échanger le défenseur Nick Jensen, ils lui ont fait signer un contrat de 4 ans. Là, aujourd'hui, il n'est plus avec cette équipe-là parce qu'ils l'ont échangé au Sénateur pour aller chercher Jacob Chychrun. Mm-hmm. Mais, donc ça, tu vois, c'est 2 gestes qui ont été posés qui améliorent l'équipe et qui la rajeunissent en même temps. Ils ont fait le plein de choix au repêchage, pas pour pour passer au bâton très souvent au repêchage. Ces choix-là ont été changés après contre des joueurs actifs. Mangiapane, en tout cas, la liste est longue. Ouais. Thompson, 2 choix, 3 exact, c'est ça. Ils sont allés chercher en 2023 le défenseur Rasmus Sandin, qui était un petit peu un laissé pour compte à Toronto. Mm-hmm. Donc, ils n'ont pas fait que vendre, ils ont aussi acheté. Ouais. Ça a été la même chose. Et ça a été fait avec l'assentiment d'Ovechkin. En 2023, ils ont laissé partir Dimitri Orlov. C'est quand même un gros morceau. Alors, quand tu dis, si tu es pour te débarrasser d'Orlov, est-ce que tu rebâtis? C'est tout ce que tu fais avec les éléments, les actifs que tu vas aller chercher en retour. Et ça, je pense que c'est à ce niveau-là où ils ont été très dynamiques et très créatifs dans leur façon de faire, parce que ce type de réinitialisation-là... Tu peux dire reset. Ah oui. Le premier ministre l'a dit. Oui, d'accord. Regarde, c'est correct maintenant. D'ailleurs, ça paraît qu'il nous écoute pas, le premier ministre, parce que... mais tu sais, ils ont largué des joueurs qui n'allaient pas les aider dans le futur, mais ils ont bien monnayé ça. Absolument. Alors, et ça devient un exemple, parce que tu regardes aller les Pingouins aujourd'hui, c'est vrai qu'ils étaient à peu près au même niveau il y a 2 ans.
en termes d'âge du groupe, etc. Puis tu regardes aller Kyle Dubas, depuis le début de la saison, c'est des gestes qui sont semblables à ça, qu'il cherche à faire. Ménager un peu, c'est ça, la vente et l'achat. Exactement. Ouais. Donc, non, c'est du très, très beau boulot des Capitals. Je ne pense pas que ce soit une équipe qui soit aussi bonne que ce qu'elle montre depuis le début de la saison, mais c'est une équipe de séries éliminatoires. Ouais. Mais je pense qu'il y a un côté, un emballement qui est entre autres généré par l'efficacité de leur entraîneur-chef aussi, qui permet à cette équipe-là de performer un tantinet au-dessus de ses moyens. Le vieux proverbe qui dit « Vous êtes ce que votre fiche... votre fiche dit ce que vous êtes. » Tu penses qu'ils sont pas vraiment ce que dit leur fiche? Oui, peut-être. Parce que c'est... leur fiche dit... leur fiche dit 116 points là, à date. Leur fiche dit deuxième meilleure équipe de la Ligue. Et tu regardes cet alignement-là, c'est un sac de bonbons mélangés. Là. Ouais. On a pigé dans le bol il y a 7 mois, puis pouf! Et je vais rebondir là-dessus pour clore cet épisode sur une note philosophique. Fait que allez-y là, selon vos envies, mais... Emmanuel Kant disait... oui, vas-y. On regarde ça, et effectivement, là, c'est un peu... On a rapiécé, et on parlait des Prédateurs de Nashville il y a quelques semaines. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, Nashville a fait ça, ils ont amené beaucoup de joueurs, bon, pour d'autres, de différentes manières, mais ça revient un peu à ça. Et ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Et il y a pas il y a un élément là-dedans. Et on parlait de culture en entrée, en début d'épisode. Il y a peut-être un indice derrière le banc. Là, tu parles de Carberry, mais il y a quelque chose d'intangible là-dedans. Là. Il y a quelque chose de. C'est vrai que tu regardes ça. Puis moi, je suis le premier. Les reconstructions, je pense que c'est clair. Là. J'en ai parlé souvent. Je veux pas que ce soit la seule façon de faire. Et ça, c'est un super exemple que c'est pas la seule façon de faire. Mais c'est ça, là. Là, ça a marché. Ouais. Moi, j'aime bien que tes considérations philosophiques se terminent par c'est ça, là. Ça, c'est... Est-ce que toute considération philosophique ne devrait pas se terminer comme ça? Oui. Ouais. Ben, écoute, c'est vrai qu'au plan, justement, de la culture, il y a quelque chose d'intéressant qui se dessine à Washington parce que c'est une équipe qui... Oui, c'est sûr que l'attraction, c'est encore Ovechkin. Les projecteurs sont braqués sur lui à cause de sa poursuite du record. Mais quand il a été absent, cette équipe-là a continué de gagner. Ce qui fait qu'elle est aussi en train de se définir une identité qui est un peu indépendante d'Ovechkin. Et ça, c'est très, très simple. Parce que c'est pas le groupe de musique Ovi et ses amis, là. C'est les amis. C'est les Capitals au pluriel. Puis je trouve que c'est significatif parce que tu as des jeunes aussi à qui on a laissé le temps de bien se développer. Tu sais, Connor McMichael, à un moment donné, c'est un choix de première ronde. À un moment donné, il avait pas l'air en voie de débloquer vraiment, puis subitement, il l'a fait. On va le voir vendredi soir, mais Alexei Protas, c'est un joueur qui est très, très dérangeant. C'est un très bon jeune joueur pour eux. Puis, graduellement, il y a des jeunes qui vont s'intégrer à ce noyau-là. On a vu un peu le jeune Miroshnichenko qui avait été malade l'année de son repêchage. Il a seulement 19 ans, mais ils vont intégrer. Ils ont certains jeunes qui vont pouvoir graduellement ajouter à ce mélange-là. Mais c'est vraiment du beau travail. Philosophiquement, Martin, pourquoi eux, ça fonctionne puis ça fonctionne pas à Nashville? En 10 secondes. C'est une très, très bonne question. Merci. Là, on répond... Merci. Laisse-moi réfléchir à ça jusqu'au prochain épisode. Est-ce que la réponse, ça peut être... Il n'y a pas vraiment de réponse. C'était multifactoriel. Quand tu diriges des êtres humains, tout peut arriver. Ah, voilà. Et ça que ça nous serve à tous et à toutes, parce que ça s'applique à tous et à toutes. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Et j'en suis très fier. Et nous en sommes tous gagnants. Tout le monde est gagnant de ça. Merci infiniment, Martin. Marc-Antoine, Godin. Alors, combien de fois on t'a débaptisé cette semaine? Cette semaine, 2. Ah, ben, c'est pas si mal. Est-ce que c'est une bonne semaine? C'est pas si pire. Une fois à la télé, une fois à la radio. Oh oui, c'est ça, pas... Non, dans des circonstances
professionnel et officiel. Oui, exact. Oui, pas... Moi, je participais à ça à une certaine époque. Et c'est pas dit que ça n'arrivera pas. Ça arrive des fois à la maison que ta femme dit « Marc-André va chercher la petite. » Non? Non. OK. Ça serait... On nous apporte un paquet de bonnes blagues, mais peut-être pour un épisode sur le Dark Web à être publié plus tard. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et du hockey en général. Merci infiniment, mon vieux. Grand plaisir, messieurs, de vous retrouver. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Un grand merci, Jacques-Alexis. Passez un grand merci à vous tous. Ça fait longtemps. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. Hein, je le dis pas souvent, mais bon sang. Si vous n'étiez pas là, on serait pas là. On serait peu de choses. Alors, merci d'être là, de cliquer, de vous abonner, de rester, d'écouter, de commenter aussi. C'est vraiment, vraiment apprécié. Et là-dessus, je vous souhaite le meilleur des week-ends et on se retrouve la semaine prochaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.